heureuse de vous retrouver sur le www.radio.gena.tg. Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission. La Covid-19, c'est de ça qu'il s'agit. La lutte se poursuit au Togo contre le nombre croissant des cas de contamination. Doit-on s'attendre à des mesures bien drastiques? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Je suis Augustine Domé et nous en parlons sur ce plateau avec Dr Dadjo Soukouna, médecin du travail, directeur chargé de l'inspection médicale du travail. Alors, sans transition, docteur, la présentation du tableau Covid-19 au Togo. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont des cas actifs sont au nombre de 1589 personnes qui sont actuellement qui vivent avec le virus, qui est en développement ou en stabilité chez eux. Voilà. Et par rapport à ces chiffres, l'analyse qui a été faite au cours de ce week-end, c'est que de 70 à 80 cas que nous avions par semaine par le passé, on se retrouve avec 10 fois plus. Ce nombre multiplié par 10, on a près de 600 cas par semaine, avec près de 90% dans la zone de Lomé, Grand Lomé, où nous avons près de 543 personnes infectées, nouvelles personnes infectées, sur les 600 qu'on retrouve pour tout le Togo. Et en tant que médecin du travail, directeur chargé de l'inspection médicale du travail, comment est-ce que vous expliquez ce nombre croissant de cas? Alors, c'est un problème qui est dû au relâchement de l'observance des mesures barrières. Ça, c'est en grande partie ce que nous pouvons dire par rapport à cette augmentation de cas, où les gens, quand on dit vivre avec le virus, les gens pensaient que le virus la pandémie était déjà derrière nous, et donc ne respectent plus les mesures barrières, ne portent plus leur masque en priorité. C'est le masque et le lavage des mains. Au jour d'aujourd'hui, vous allez dans certaines structures, vous allez retrouver les dispositifs de lave-mains qui sont poussiéreux, et les travailleurs ou les usagers ne passent même pas par là pour se laver les mains. Et vous allez voir les gens dans la rue sans leur masque. Et tous ces comportements font que la propagation va galopante. Et c'est ce qui explique ces chiffres que nous avons depuis un certain temps. Mais à un moment au Togo, on se disait peut-être que la maladie n'allait plus évoluer. On s'est trompé. On s'est trompé parce que quand vous voyez l'évolution des chiffres de mars à novembre, les chiffres que nous avons eus sur cette période qui couvre pratiquement de mars à novembre, disons 2020. Que ça fait 8 mois, on retrouve le double de ce chiffre-là entre novembre et aujourd'hui. Et même plus. Vous voyez que la période de décembre à cette période, nous avons doublé les chiffres que nous avions avant la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ces choses-là que j'ai citées dans mes premiers propos, en disant que on n'observe pas les mesures barrières. On pense que la pandémie est déjà passée. On pense que le coronavirus ne se transmet plus d'une personne à l'autre, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est réel. Et même au jour d'aujourd'hui, au Togo, on retrouve encore donc le variant qu'on redoutait tant. On en reviendra quand même. Qui fait que la propagation va plus galopante que ce qu'on a retrouvé. Mais ce relâchement dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce qu'on doit le mettre totalement sur le dos des populations, ou c'est également de votre côté, vous qui êtes médecin du travail, est-ce qu'aujourd'hui vous poursuivez encore ces tours dans les entreprises pour vérifier si le respect des gestes barrières est encore de mise? Alors, la sensibilisation continue. Et on se dit même, est-ce qu'il ne faut pas changer la manière dont nous passons les messages? Des études sont en train d'être faites pour voir, est-ce que le message qui passe au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est plus adapté à la situation
ou qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr, personne n'a relâché par rapport aux sensibilisations. Et beaucoup d'autres médias sont rentrés même en jeu. Ces médias qui ne faisaient pas la sensibilisation sont rentrés dans le jeu pour relayer les informations, pour toucher plus loin les populations qui sont un peu loin des médias traditionnels que nous avons au Togo. Et quand nous voyons ces chiffres-là, ce n'est pas seulement le milieu du travail qui est en cause. Parce que dans le milieu du travail, il suffit que l'employeur puisse mettre l'accent sur la sensibilisation, mettre l'accent sur le respect, que ça se passe très rapidement. Mais dans la population générale, apparemment, on ne retrouve pas qui donne l'ordre. Donc, c'est la sensibilisation qui marche donc de ce côté où on amène les gens à respecter ce qui est dicté par le gouvernement. Donc, voilà ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. En entreprise, on ne peut pas dire que c'est vrai et le problème ne passe pas par là. Oui, le problème est certes réel en entreprise, mais comparé au nombre de personnes dans la population générale que des travailleurs, nous pensons que le problème se pose plus pour la transmission au niveau donc de la population générale. Au niveau de la population générale, c'est également, quand on prend l'exemple, par exemple, des marchés, c'est également votre milieu d'intervention? Oui, le marché... Quel est le constat qui est fait là-bas? Alors, vraiment, c'est un constat amer parce que c'est vrai, le marché, quand on dit qu'on a fermé l'église, on a fermé un certain nombre de structures, les bars et tout ça, les gens se disent, mais pourquoi pas le marché? Le marché, c'est vrai, c'est un lieu de propagation dont le risque est très élevé. Le risque est très élevé. Mais au jour d'aujourd'hui, en même temps que nous allons dans la prévention du coronavirus, dans ces différents milieux, le problème réel qui se pose, c'est la crise qui accompagne cette maladie, cette pandémie à coronavirus. Au niveau du marché, c'est vrai que si on arrête les marchés, je crois qu'on va avancer d'un grand pas dans la propagation, dans la lutte contre la maladie, mais on va reculer de 10 fois plus de pas dans la vie de nos populations. Parce que c'est le marché qui va nous donner à manger. Les gens vont rentrer dans la rue, brader les mesures barrières parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont telle ou telle autre préoccupation liée au fait que la résilience n'est plus la même que ce qu'il y avait au début de la pandémie. Donc les marchés, c'est vrai, c'est un problème par rapport à la propagation de la maladie, mais on est en train de jauger par rapport à fermer les marchés. Si on ferme les marchés, on va souffrir plus. On va mourir de faim que de coronavirus. Mais c'est vrai qu'en ne fermant pas, la pandémie aussi progresse. Donc ce qu'il faut faire, c'est de renforcer les mesures au niveau de ces marchés, impliquer donc de nouvelles personnes dans la sensibilisation et contraindre les gens à faire quand même, à observer les gestes, se laver les mains, porter le masque avant d'aller faire le marché. Donc voilà un peu de situation, ces situations qui nous... C'est vrai que c'est difficile à prendre comme décision tout de suite, mais quand le moment va arriver où on est obligé de prendre cette décision, on la prendra pour éviter que tout le monde ne prenne la maladie et que malheureusement qu'il y ait beaucoup de décès. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous poursuivez les sensibilisations au sein des entreprises, au sein du milieu du travail. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que le respect des gestes barrières est toujours de mise? Dans les entreprises? Dans les entreprises. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une étude qui a été réalisée sur l'analyse du dispositif de sécurité santé au travail dans le contexte Covid, réalisée par plusieurs structures. Il y a l'inspection du travail, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, appuyée par le BIT, le Bureau international du travail. C'est vrai que dans les entreprises au jour d'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que il y a un relâchement par rapport au respect des mesures barrières. Et les nouvelles organisations qui étaient en cours, la distanciation, l'aménagement de temps de travail, la rotation et puis le télétravail, c'est des situations qui ont dû
être rechangé par rapport aux effets économiques de cette maladie. Et par rapport à cette analyse, nous avons remarqué aussi que les travailleurs ont baissé les bras aussi par rapport au respect des mesures barrières. Et il faudrait que l'employeur prenne ses responsabilités. Vous savez qu'en entreprise, en matière de sécurité santé au travail, c'est l'employeur qui est le responsable de la sécurité santé au travail. Donc il faudrait que des organes chargés de cette sensibilisation, des organes chargés de la sécurité santé au travail soient réactivés pour que les travailleurs soient relancés sur le chemin de la lutte contre la maladie en minimisant donc la propagation de cette maladie. Le Togo a dépassé la 100aine de morts aujourd'hui, chose à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Doit-on s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. Parce qu'un seul mort, dans ce cadre-là, ce n'est pas qu'on attendait des morts, mais un seul mort, déjà, c'est un problème. Et depuis le début de la pandémie, nous avons assisté donc à ces décès où il y avait peut-être certaines semaines où il n'y avait même pas de décès, mais ces derniers moments, on a un décès par jour. C'est quand même grave, c'est très inquiétant. Et vous ne savez pas, quand le virus arrive chez vous, quel sera son comportement. Quand ce virus arrive, est-ce que c'est le virus qu'on avait depuis ou c'est un variant? Alors que nous savons que par rapport au terrain que vous présentez, si vous avez une comorbidité ou pas, la maladie est plus grave chez vous et peut vous donner la mort. Donc au jour d'aujourd'hui, ces décès que nous avons enregistrés, nous devons faire tout pour minimiser ces chiffres-là ou arrêter même la propagation donc, de ces chiffres de sinistres que nous avons avec 104 décès. C'est beaucoup. Nous avions, si vous regardez, le tiers, jusqu'à cette période de 8 mois, au-delà du 6 mars, mais au jour d'aujourd'hui, on est passé. Ce qui m'emmène également à poser cette question. Au départ, on avait constaté que le Togo quand même faisait de tout son mieux pour minimiser le nombre de cas de décès. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce à dire que les traitements administrés aux patients ne sont pas aussi efficaces? Le traitement n'a pas changé. Mais sauf que le traitement n'a pas changé. L'effort du gouvernement est toujours resté constant. Le personnel médical est au point avec tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge cette maladie. Le centre de prise en charge a été amélioré, tout ça. Mais on constate que de plus en plus, on a eu des décès. Et ces décès sont dus à quoi? Sont dus au fait que le terrain sur lequel ce virus arrive détermine le pronostic de cette maladie. Ça détermine le pronostic. Si vous êtes un terrain où jeune, il n'y a pas d'autres facteurs de risque associés, la maladie que vous développez n'est pas autant grave jusqu'à vous amener la mort. Mais quand vous vous retrouvez sur un terrain où vous avez une insuffisance respiratoire, une maladie chronique que vous traînez, et que la maladie arrive chez vous, vous avez plus de chances donc d'en mourir. C'est pour ça même que le vaccin est arrivé pour arrêter donc ces formes graves qui entraînent la mort chez nos différents travailleurs. On ne peut quand même pas tout applaudir. La semaine dernière, on a quand même constaté qu'au sein même du personnel médical, il y a eu ce soulèvement, parce que il y a quand même une certaine... le personnel soignant ne dispose pas de moyens pour faire face à la Covid. Et certains soignants se sont soulevés, ont fait des grèves la semaine dernière. Ça, je n'ai pas appris. Vous devriez? Il y a eu de la grève. Ça, je ne sais pas. Et dans le centre de prise en charge ou ailleurs? Au CH Campus. Ok. Mais je ne sais pas quel est le motif qu'ils ont évoqué. Mais le CHU Campus, je ne crois pas que c'est un centre de prise en charge au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a décentralisé la prise en charge et que c'est
de petits centres aussi prennent en charge un certain nombre de travailleurs ou de personnes malades. Mais j'avoue que pour le CHU Campus, je n'ai pas été au courant de l'information qui fait qu'ils ont fait un débrayage. Ça, franchement, je ne le sais pas. D'accord. Alors, depuis quelques jours, on parle également du variant anglais. Qu'est-ce que c'est? Que doit-on savoir sur ce variant? Alors, sur le variant, c'est que c'est aussi le virus, mais qui a un degré de contagiosité plus élevé. C'est un virus qui a muté, qui a changé de... je ne sais pas comment vous l'expliquer plus facilement. De grade, peut-être? C'est la même personne, mais qui a changé, qui a changé de la manière d'attaquer, de la manière de se présenter et tout ça, mais qui fait que l'arrivée chez une personne peut se faire plus rapidement que ce qui se passait avant avec l'autre virus. Donc le variant fait que vous pouvez être rapidement... Le degré de contagiosité des variants est plus élevé, et donc fait que quand ce variant arrive sur un territoire par le mouvement des populations que nous voyons, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que la propagation se passe plus rapidement. Et on va se dire peut-être que c'est parce que l'arrivée des variants que nous avons remarqué chez nous, qui fait peut-être que la propagation devient galopante depuis un certain temps. Et si nous mettons en ordre par rapport au respect des mesures barrières, on pourra peut-être faire obstacle à cette propagation. Le variant dont il s'agit aujourd'hui, on peut dire que c'est un variant importé ou c'est quelque chose qui se développe dans un milieu? C'est un variant importé. Il y a quelques semaines, on a parlé, ou quelques jours, on a parlé du variant au Nigeria. Vous savez que c'est vrai que nos frontières sont fermées, mais il y a toujours le mouvement des populations qui se passe. Et c'est en fait ce mouvement de population qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à faire obstacle à cette propagation de la maladie. Donc, le Nigeria, le Bénin et le Togo, ce n'est pas des pays qui sont étrangers les uns des autres. On retrouve des populations, vous les voyez aujourd'hui à Lomé, le lendemain vous les voyez au Bénin, le surlendemain vous les voyez au Nigeria. Les frontières aériennes ne sont pas fermées. Et raison de plus que nos petites frontières terrestres ne sont pas aussi hermétiques que cela. Donc il y a des gens qui quittent directement le Nigeria pour le Togo. Et donc, s'ils sont malades ou présentent des formes asymptomatiques, ils peuvent arriver dans des populations où la maladie est transmise, mais c'est chez la personne, chez qui la personne et le virus passe, qui aura les manifestations, alors que celui qui l'a transmis n'a pas de manifestations. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il y a une certaine... un laisser-aller? Absolument. Absolument. En fait, c'est ce qui se passe. Dans nos différents contrées, de quel côté, au fait? De tous les côtés. D'accord. Allez-y. Dans nos différentes contrées, on s'est dit que quand des gens arrivent de l'extérieur pour séjourner dans une contrée, il faut signaler la présence pour qu'on lui fasse le test, pour voir si il a le virus ou pas. Parce que ces gens qui arrivent, qui retrouvent leurs parents, leurs amis, qu'ils ont laissés depuis plusieurs mois, plusieurs années, oublient tout de suite que nous sommes en pandémie et se comportent comme si de rien n'était. Alors que si ces personnes sont malades et présentent la maladie, ils peuvent la transmettre à leurs parents. Et eux, étant donné que leurs activités continuent, ils vont au marché, ils vont à l'église, ils vont au champ, ils circulent, leurs enfants vont à l'école, leurs enfants rencontrent d'autres personnes. Vous voyez comment ça se passe. Donc d'une personne qui est arrivée, qui a donné à quelqu'un d'une famille, lui va la transmettre à sa famille, à la femme, aux enfants, et tout ce monde-là ressort pour aller faire ses activités. Et dans cette manière de faire, le virus se propage, malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même faire un retour en arrière? Un retour en arrière par rapport à quelle situation? Au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faudrait qu'on puisse arrêter ce qui se passe, ce qui se fait, que la propagation ne s'arrête pas. Il faudrait qu'on puisse peut-être reconfiner, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas contre ça. Il faudrait qu'on puisse refaire ce qui a fait
que ça a marché par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui on dispose de ces moyens-là? Pourquoi pas? Est-ce que la population pourra quand même s'adapter, supporter? On va confiner parce que on va reconfiner ou on va... Ce sont des déclarations là. On va reconfiner la population. Je me dis qu'il faudrait qu'on repasse à ce qui a marché il y a très longtemps et qui a fait que nous avons obtenu des chiffres qui sont minimisés par rapport à la propagation. On peut repartir à un couvre-feu, pourquoi pas? On peut repartir à ce qu'on a fait il y a très longtemps pour que ça marche. Pour un temps. On le fait pour un temps pour qu'on puisse mettre très loin cette maladie ou diminuer la propagation. Parce que c'est vrai qu'on s'amuse en pensant que, bon oui, d'ici là, ça va passer. Mais qui se disait il y a 6 mois que jusqu'en mars, là, ça fait 1 an que nous avons la maladie, jusqu'en mars, qu'on aurait encore cette maladie. Personne n'y pensait. C'est parce qu'on se disait que avec le temps, ça va passer. Mais avec le temps, ça ne passe pas. Avec le temps, ça devient pire. Avec le temps, il faudrait qu'on puisse prendre un nouveau point de départ en disant mais il faudrait qu'on arrête la propagation. Et comment on va arrêter la propagation? C'est de prendre de nouvelles mesures qui vont permettre à ce que les gens ne se retrouvent pas pour que le virus se propage. On va reprendre des mesures où les gens ne vont pas continuer à être à proximité les uns des autres, à oublier. Même vous allez voir des gens au jour d'aujourd'hui qui se saluent, qui se disent, ben oui, on a dit qu'il y a le coronavirus, mais... Il y a les accolades. Voilà, bon, quand vous voyez ça, avec ce qui se passe, vraiment ça fait quelque chose par rapport à l'effort que le gouvernement fait pour que on puisse... Parce que c'est beaucoup d'argent qui est dépensé, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Tout ce que le gouvernement fait est mis à l'eau par rapport à cette considération que les gens se font de la présence ou non de la maladie. Vraiment, c'est quand même difficile. Mais bon... Et la vaccination dans tout ça? C'est vrai qu'on vient de commencer la vaccination, mais le nombre de cas de contamination évolue toujours. Et ça dit que ça ne marche pas. Non, on ne peut pas tout de suite dire que ça ne marche pas. Moi, je me suis fait vacciner, mais je porte toujours mon masque. On a dit qu'il faut se faire vacciner et porter le masque. Le temps que l'organisme s'organise pour créer les anticorps, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un truc instantané, ce n'est pas comme un interrupteur, la vaccination où on allume et puis le courant vient dans l'ampoule. Ce n'est pas ça. On vous injecte. Le temps que l'organisme prend pour sécréter, donc créer donc, les anticorps qui vont lutter contre la maladie, avant que vous ne soyez au point pour pouvoir lutter contre la forme grave. C'est ce qui se passe. Donc au jour d'aujourd'hui, moi j'invite les gens à aller se faire vacciner massivement. Ceux qui sont dans le protocole qui est établi pour se vacciner, pour que au moins que si ce virus arrive chez ceux qui sont vaccinés, qu'ils ne puissent pas le transmettre à d'autres personnes, que la propagation s'arrête. Voilà. Là, aujourd'hui, on parle, au niveau de la vaccination, on parle des personnes de 50 à plus de 50 ans, mais on constate également qu'il y a des personnes de moins de 50 ans qui se font vacciner. Oui, moins de 50 ans. Comment est-ce que ça arrive? Avec des facteurs de comorbidité. Normalement, on doit faire la vaccination pour tout le monde. Sauf peut-être les petits-enfants qui, si leur cible n'est pas envisagée, on peut vacciner au moins les adultes de plus de peut-être 25 ans, et vacciner tout le monde pour qu'on puisse arrêter. Mais au jour d'aujourd'hui, si on se met dans cette démarche-là, on n'a pas les vaccins pour tout le monde. On a 156 000 doses, plus les 45 000 doses de l'Union africaine. Ça fait près de 201 000 doses que nous avons. Mais sur quelle cible de population? La population est énorme. Même si on prend ceux qui sont en âge de voter, on est plus de 3 millions. Vous voyez ce que ça fait, le ratio par rapport à la population. Donc, on se dit que pour ceux qui ont 50 ans, ils vont se vacciner. Ceux qui ont moins de 50 ans, avec les facteurs de comorbidité aussi, vont se vacciner. Pour qu'on puisse au moins d'abord éviter les décès, éviter les formes graves, et puis progressivement arrêter la transmission. Parce que si le virus passe de quelqu'un
d'une personne à une autre qui ne peut pas faire développer ou transmettre, alors là, on va sur le chemin où on va arrêter la propagation. Et donc, si on arrête ça de ce côté, c'est que tout va bien. Le variant anglais, on en parlait tout à l'heure. Présent au Togo, est-ce que ça ne peut pas être une cause qui explique la flambée des cas de contamination? Non, mais jusqu'à ce qu'on ne sache qu'on a le variant, on avait déjà, depuis novembre, décembre, janvier, on avait une flambée de cas, due au fait qu'on a relâché. Au jour d'aujourd'hui, même avec le variant anglais, si on observe les mesures barrières, on va pouvoir faire face ou faire obstacle à la propagation, à la transmission de cette maladie. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on a le variant qu'on a... C'est vrai que son degré de contagiosité est plus élevé, c'est vrai, mais si on met en œuvre les mesures barrières du gouvernement, on pourra peut-être arrêter la propagation de cette maladie très rapidement. Alors, malgré la campagne pour prouver l'efficacité du vaccin AstraZeneca, les propositions, sinon beaucoup, restent encore sur leur position, celle de refus catégorique de se faire vacciner. Pensez-vous que l'État mettra dans les jours à venir une stratégie pour contraindre certains à le faire de gré ou de force? Contraindre, on verra quand le moment va arriver. Si on va contraindre les gens à se faire vacciner. Aujourd'hui, c'est que nous devons aller dans le sens où on va mieux expliquer ce qui se fait, on va mieux expliquer le processus, on va mieux expliquer le produit, et donc demander aux gens d'aller se faire vacciner. C'est-à-dire, on va changer de stratégie pour amener le plus grand nombre à se faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner. C'est pas parce que peut-être... je suis médecin, je comprends un peu le processus, mais il y a d'autres amis qui ne sont pas médecins qui se sont fait vacciner. Ce n'est pas parce que nous, on est des médecins qu'on est allé se faire vacciner. On se dit que, étant donné que c'est le corps médical qui gère en première ligne, on les protège et on évite que ce personnel médical-là puisse donner la maladie aux autres. Donc, en ce moment, on se dit que si ce corps médical est vacciné, on va pouvoir donner l'exemple et dire aux autres que voilà, nous sommes là. Nous avons fait la vaccination et nous vous exhortons aussi à vous faire vacciner pour que tout le monde se repose. Parce que c'est trop de boulot pour la gestion de la pandémie. C'est trop d'argent dépensé pour la gestion de la pandémie. C'est trop d'argent dépensé pour la gestion de la pandémie liée à la Covid-19. Chers auditeurs, vous êtes sur le www.radio.jena.tg. Je rappelle que vous êtes dans l'émission spéciale Covid-19 sur votre radio et nous en parlons. La lutte, elle se poursuit. Comment faire pour pouvoir pallier à cette pandémie? Nous en parlons avec Dr Dadjo Soukouna, médecin du travail, directeur chargé de l'inspection médicale du travail. Alors docteur, de votre côté, quelles sont les méthodes que vous employez aujourd'hui pour faire face à cette pandémie? Les méthodes personnelles ou au niveau de notre administration? Tant personnel qu'au niveau de l'administration. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je continue par soigner des gens. Je continue par soigner des gens qui, au fil du temps, peuvent se révéler positifs. Mais ce n'est pas pour autant que je vais être positif. Ça veut dire qu'il faut toujours respecter les précautions de sécurité. Les précautions de contrôle des infections. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Dans le corps médical, quel que soit celui que vous voyez en face, vous devez prendre toutes les précautions en se disant que c'est possible que cette personne soit malade. Donc vous devez avoir toutes les précautions pour que si cette personne est malade, qu'elle ne vous donne pas la maladie. Donc c'est ces précautions-là que nous devons mettre en œuvre ou respecter pour que la maladie ne se propage pas. Et puis, le port de masque, c'est vrai qu'on se dit que ça ne protège pas à 100%, mais le port de masque, même s'il protège à 70%, on l'adjoint au lavage des mains, qui lui aussi ne protège pas à 100%. Mais les deux, quand même, vont dépasser 100% si on les respecte. Donc, c'est simplement ça. Respect des mesures barrières, respect des précautions par rapport à l'administration des soins
que nous faisons habituellement pour qu'on puisse mettre une ligne entre nous et le virus. Justement, pour montrer l'exemple, on a vu de ces agents sur les terrains de vaccination qui n'ont pas respecté ces gestes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont de bons exemples pour la population? Bon, vous savez que par rapport au port de gants, c'était sûrement par rapport au port de gants. Sûrement. Et Vous le savez. je crois qu'il y a une communication qui a été faite par rapport au comité scientifique qui a tranché là-dessus. Qui a tranché en disant que ce n'est pas obligatoire. C'est ce qui a été dit. Mais moi, de mon point de vue, pour le coronavirus, c'est vrai que c'est ce que nous disons, c'est par rapport au coronavirus que nous prenons ces précautions pour la vaccination. Mais quand vous avez un patient qui est en face, qui a une maladie contagieuse, je peux donner peut-être l'exemple de Ebola, où la personne est en une phase où il ne manifeste pas encore, mais il peut transmettre la maladie. Alors, si vous ne portez pas de gants, il y a un problème. Donc, par rapport à moi, ma conviction personnelle, je crois qu'il faudrait qu'on puisse mettre à disposition du personnel de santé des gants pour que ceux qui veulent l'utilisent. Puisque le comité scientifique a tranché en disant que ce n'est pas obligatoire et que ça s'est passé sous d'autres cieux de la même manière. Mais moi, à mon entendement, il faudrait qu'on puisse mettre les gants à disposition du personnel pour que ceux qui veulent prendre ces précautions puissent le prendre. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous suivons des consignes, des conseils par rapport à ce qui se passe. Il faudrait qu'on puisse avoir une même réaction par rapport à ce qui se passe, même avoir la même manière d'appréhender les situations pour qu'on ne dise pas que oui, pour ça, on fait ça et pour ça, on fait ça. Vous venez de parler de moyens dont on doit mettre à la disposition du personnel de santé. C'est-à-dire que jusque-là, aujourd'hui, le personnel de santé ne dispose pas de tous les moyens pour faire face à la maladie. On dispose des moyens au jour d'aujourd'hui. On dispose de tous les moyens. Mais mettre à la disposition des soignants, moi je veux parler des gants, par exemple. Sinon, tout le dispositif, tout le reste est disponible pour faire la vaccination. Du moins ce qu'on a reçu par rapport aux quantités de doses, par rapport au personnel qui a été formé pour l'utilisation. Mais ce qui reste, c'est peut-être... Au jour d'aujourd'hui, on a dit que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire que les gens utilisent le gant. Donc il faudrait qu'on puisse, moi, à mon entendement, c'est par rapport à ce que je pense, donner les gants aux travailleurs pour qu'ils puissent le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gants. Dans les différentes structures où la vaccination se passe, c'est des milieux de soins. Ce n'est pas des structures improvisées pour la vaccination, mais c'est des structures de soins où le minimum pour les soins, c'est le gant et les autres choses qu'il faut. Donc voilà. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais nous n'allons pas terminer sans parler de cette situation. On entend sur les réseaux ces derniers temps qu'on doit s'attendre à des mesures très bientôt. Selon vous, quelles seront ces mesures-là que le gouvernement togolais va prendre? Je ne sais pas dans le secret de Dieu, mais je me dis que on ne va pas fabriquer d'autres mesures. C'est ce qu'on a utilisé par le passé qui a marché, qu'on va revenir et juger de l'opportunité de mettre telle ou telle mesure en place. On a eu beaucoup de mesures. On peut avoir le confinement, on peut avoir le couvre-feu, on peut avoir d'autres mesures pour éviter que les gens se rassemblent, pour éviter que les gens se transmettent ou se passent le virus les uns aux autres. Donc, on verra par rapport aux capacités que nous avons, par rapport à comment ça se passe au jour d'aujourd'hui chez nous, on jugera de l'opportunité de mettre telle ou telle mesure. Mais moi, quand même, dans mon entendement, je me dis qu'il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour remonter d'un cran la lutte. Cette fois-ci, pensez-vous quand même que ces mesures-là seront adaptées à toutes les couches? Oui, c'est pour ça que c'est en réflexion pour voir ce qu'il faut mettre en place, pour qui et comment. On le dira. Quand on va décider des mesures à mettre en œuvre, on dira ce qu'il faut faire.
tout le monde sera informé et tout le monde saura par rapport à sa catégorie qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa partition à jouer donc dans cette lutte-là. Aujourd'hui, quels sont selon vous les foyers de contamination si aujourd'hui des mesures doivent être appliquées? C'est le Grand Lomé. Hein? C'est le Grand Lomé. Quand j'ai donné les chiffres, vous voyez, on a eu près de 600 cas en une semaine. 543 sont du Grand Lomé. Ça veut dire que si on doit mettre des mesures, il faut penser à ce Grand Lomé. Il faut mieux regarder, cerner le problème à partir de Lomé. Mais ce qui est quand même aussi bizarre, c'est que il y a toujours les mouvements des populations ou des personnes de l'intérieur vers Lomé et vice-versa. Il faudrait voir, est-ce qu'il n'y a pas une notion de voyage par rapport à toutes ces personnes-là qui sont au Grand Lomé, mais qui ont contracté la maladie, et voir quel est le gradient de gravité par rapport à cette maladie. Peut-être que dans d'autres zones où on pense que le virus n'est pas présent, il est présent, mais avec peut-être un fort taux de personnes asymptomatiques. Ou quand ces gens-là voyagent d'ici vers là, d'un lieu à un autre, qu'ils contractent la maladie et viennent manifester dans une autre zone. Donc il faudrait voir tout ça pour pouvoir prendre des décisions qu'il faut. Merci beaucoup à vous, Dr Dadjo Soukouna. Votre mot de fin? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus à l'étape de dire que la maladie existe ou pas. Elle existe bel et bien, c'est une réalité chez nous. Et le gouvernement fait sa partition en mettant les moyens pour que nous puissions mener une bonne lutte contre cette maladie. Il faudrait que la population puisse respecter les mesures que le gouvernement édicte pour que dans une très petite période, dans un petit temps, qu'on puisse mettre hors d'état de nuire ce coronavirus qui n'a fait que durer chez nous. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin du travail, directeur chargé de l'inspection médicale du travail. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, madame. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je suis Augustine Doumé. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. Restez scotchés sur Radio Dina pour la suite de nos programmes. À très vite.